Du coup, dans le cadre de notre formation ou de nos formations en horticulture, on fait des CAP horticoles, on fait des BP responsables de production, anciennement avec d'autres noms. On s'est toujours occupé de l'ensemble des branches horticoles, donc moi je ne parle pas uniquement de verger maraîcher, il y en a un que oui, qui est purement un verger maraîcher, mais je vais présenter un autre petit exemple ou deux autres petits exemples où on quitte un petit peu la thématique verger maraîcher, toujours dans l'agroforesterie, puisque, comme je disais, dans le cadre de nos formations, on a toujours développé des nouvelles parcelles qui répondaient aux intérêts de nos stagiaires qui n'étaient pas seulement sur le maraîchage, mais aussi sur la pépinière, la pépinière fruitière plein terre, la pépinière ornementale plein terre. Il y avait des aromatiques, il y a eu de la semence, etc. Donc il a fallu que nous, dans les parcelles que l'on met en place ici, qu'on démarre dans l'établissement, qu'on puisse répondre, par le contenu de la parcelle, qu'on puisse répondre aux intérêts des stagiaires, qui sont fluctuants évidemment, mais bon. Je présente ici un petit peu ce plan de la cartographie de l'établissement. Vous voyez, assez vaste. Là, on est là, par ici, dans la salle de conf. Et je vais principalement vous parler de cette parcelle d'ici, qu'on appelle historiquement en agroforesterie. C'est une parcelle qui est installée en 2015. Puis on fera un petit passage rapide ici, une parcelle qui date d'il y a 3 ans, qui est notre potager conservatoire, qui est une sortie de magasin de producteurs, donc qui se veut un espace vitrine, si vous voulez, pour ceux qui sortent du magasin, puisque c'est le centre de circulation, et qui se veut un espace de visite aussi. Et on parlera un petit peu de ce verger conservatoire, qui est une parcelle agroforestière aussi, qui date d'il y a 3 ans environ. Donc à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle parcelle, on va dire, ce sont des parcelles souvent que l'on grignote au parc pour la partie ornementale, et du coup qu'on passe à vocation productive ou pédagogico-productive, si vous voulez, parce que nous, notre vocation principale, c'est la pédagogie. À chaque fois qu'on ouvre une nouvelle parcelle, puisque tout ça, c'est des nouvelles parcelles qu'on a entamées depuis quelques années, on les enclenche, on les démarre toujours en agroforesterie. Voilà, c'est un principe que l'on a, nous. Ça nous convient, et il a des contraintes, mais il a évidemment beaucoup d'avantages que vous connaissez. Donc on rentre vite dans le sujet de notre verger maraîcher, que vous avez ici en carte et que je vais vous présenter en image tout à l'heure, rapidement. Donc ce verger maraîcher qui est une petite parcelle, vous voyez, environ en cultivé, on a 90 mètres de long, en largeur, on est environ à 20 mètres, un petit peu moins. Donc on est sur une parcelle surface totale environ 2000 mètres carrés, cultivée 1700 et quelques. C'est une petite parcelle. Les parcelles que l'on a ici, c'est souvent des petites. Et de toute façon, sur la partie pédagogie, on ne peut pas s'occuper d'un volume extraordinaire de surface productive. Ce qui avait été conçu dans cette parcelle, ce qui avait été voulu en 2015, c'était de panacher des productions rares, fruitières, rares à l'époque, mais qui le sont toujours un petit peu, c'est-à-dire du figuier, que l'on trouve encore ici une ligne, et une ligne qu'il y avait ici de plaques miniers, de kaki, et de raisin de table, qui est toujours là aussi. La ligne de plaques miniers, on l'a fait sauter il y a quelques années, puisqu'elle avait ramassé trop dans son implantation à cause du gel. Il y a eu 2 années de gel assez fort. Il y avait eu la grêle aussi de 2019 qui avait fait beaucoup de mal aux arbres. Donc les arbres, ils prenaient beaucoup à démarrer. Donc à un moment donné, on s'est dit, allez, changeons. Changeons aussi puisqu'on a eu un projet dans l'établissement qui s'appelle l'archipel des plantes gourmandes, qui s'occupe de la récupération, sauvegarde et valorisation des variétés locales, fruitières et de légumes et potagères. Et à ce moment-là, on avait une entrée en collection de variétés de chez nous, de pêchers. On cherchait de la place, les plaques miniers ils étaient mal en point, on s'est dit, on arrache les plaques miniers, on part sur notre collection de pêchers. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec ces 3 lignes de fruitiers, donc figuier, aujourd'hui pêcher et le raisin de table, que l'on n'avait pas naché au début avec de l'asperge verte. Voilà. Et l'asperge verte, elle occupait le centre de nos blocs, donc en culture potagère pérenne. Et ensuite, on voulait qu'il y ait une planche de chaque côté de l'asperge, donc fruitier, planche légumes, asperges, planche légumes, fruitiers, etc.
de telle manière à faire, c'était comme on l'appelait à l'époque, une parcelle à haute densité. Voilà, on voulait de la très haute densité, même en arrivant jusqu'à cultiver des aromates sur la ligne des fruitiers. Bon, on a fait tout ça, il se trouve que les asperges, ils ont beaucoup galéré avec la mouche de l'asperge, qui comme elle tape pas mal, fait assez mal, il y avait une présence assez forte. Donc au bout de 4 ans ou de 5 ans d'asperges, on a fini par les arracher, on ne les a pas remplacés, on les remplacera bientôt parce qu'on a très probablement une vieille variété locale d'asperges que l'on a retrouvée. Il faut qu'on la mette en culture. Tant qu'on n'a pas les asperges, on est reparti en planche maraîchère basique, quoi. Voilà, vous voyez ici des oliviers qui vont venir en 2025. On va s'occuper cette année de les bouturer à raison d'un olivier tous les trois ceps pour palisser un peu à l'italienne que l'on fait courir les raisins de table ou les raisins sur les fruitiers. Et on va venir cette année panacher les pêchers avec des grenadiers. Puisqu'on a eu pas mal de cas sur les pêchers à cause de maladies que l'on n'a pas pu gérer correctement. Donc, au lieu de revenir sur du pêcher dans cette ligne d'ici, on panache avec des grenadiers. Donc voilà, là il y a le voisin, on est sur une haie simple monoligne, encore nouillet, noisetier, pommier, poirier sauvage et érable champêtre. Tous les 4 mètres, il y a un arbre, sinon c'est du bourrage en cornouiller tout le long. Au fond, on a un bosquet de pins, on a un bosquet multi-espèces par ici, il y a un privé. Et voilà la structure de la parcelle, elle est comme ça. Qui se présente comme ça aujourd'hui, ce sont des photos de la semaine dernière. Donc la ligne des pêchers encore qui est bien jaune. Le tout est espacé de 5,5 mètres sur la ligne des pêchers. Les vignes sont espacées d'1,5 mètre pour avoir de la place pour cultiver entre les lignes. Les figuiers sont toujours à 5,5 aussi. Et puis la haie que vous voyez au fond. Donc aujourd'hui, notre façon de procéder, c'est de travailler à avoir des engrais verts en culture d'été, puisque souvent on ne fait pas de culture d'été. Ici, on est plutôt en culture... on est des mises en place d'automne et de printemps. Donc oui, ça court un petit peu dans l'été. Mais cette année, il n'y a rien eu, donc on est parti sur l'engrais vert que l'on vient casser pour installer les différentes planches maraîchères. Donc ici, un démarrage de fèves sur une variété locale qui s'appelle la Super Agua Dulce. Après, on va venir avec des oignons, il va y avoir du cardon blanc, des oignons de tournon, courge barbarine, courge blanche du Dauphiné et une espèce encore, je ne me rappelle plus, je regarde Fred, mais j'oublie laquelle c'est, mais peu importe. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dans l'historique, et ça c'est ce qu'on disait dans l'engrais vert, que l'on casse à chaque fois qu'on vient planter une culture. Qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été la grosse problématique, je dirais, de cette parcelle? Ça a été le démarrage qui s'est fait un peu à la va-vite, comme des fois ici, les parcelles ou les projets s'installent d'un claquement de doigts, donc il faut réagir vite, d'un coup il y a des arbres, il y a disponibilité d'une parcelle, il faut y aller, si tu hésites trop, la parcelle s'en va. Donc là, on s'était installé donc, en 2015 assez rapidement, c'était une parcelle à céréales qui était menée comme elle était menée à l'époque. La problématique de l'établissement, de façon générale, c'est les mauvaises herbes. Il y en a beaucoup. Cette parcelle, c'était une parcelle assez infestée, on va dire, assez remplie d'armoises. Donc Artemisia vulgaris, qui est quand même assez costaud à gérer. Et quand on s'est installé, on n'a pas fait suffisamment de faux semis. On n'a pas passé un été à faire des faux semis, on a dû faire 1 ou 2. Après, on est arrivé avec les arbres et les asperges. On s'est installé et évidemment, la ligne, on n'était pas équipé pour la travailler correctement, la ligne pérenne. Donc, il se trouve que tout ce qu'on a essayé d'installer sur la ligne en PAM, ça se fait à chaque fois grignoter par l'armoise. Pareillement, l'armoise qui attaquait en perpendiculaire, évidemment, pour mordre sur les blocs maraîchers. Donc, on a fait beaucoup d'entretien, on a passé pas mal d'heures à arracher des rhizomes d'armoise. On a paillé très souvent, pendant 3 années de suite, on a paillé au broyat de bois, parce qu'on a une grosse disponibilité de broyat ici.
qui vient de la ville de Romans de déchets de taille. On a beaucoup paillé, ça faisait beaucoup d'heures de travail en paillage pour nos stagiaires qui ne viennent pas faire que du paillage. Donc à un moment donné, il fallait quitter le paillage parce que ça faisait trop de temps d'apport de paillage. Donc c'est à ce moment-là où on s'est posé la question, où je me suis posé la question de est-ce qu'on ne pourrait pas venir concurrencer l'armoise avec une autre espèce couvre-sol. Et c'est là où on a trouvé la combinaison de la consude, que l'on pourrait réutiliser pour faire nos purins aussi de consude. Donc avoir notre sorte de pharmacie à plantes ici en couvre-sol sur la ligne fruitière ou la ligne pérenne. Ici on la voit assez bien installée. Elle a couru quand même jusqu'au fond, parce qu'au début, on l'avait installée que sur le début de ligne. Elle file quand même, elle trace pas mal assez rapidement, ça c'est impressionnant. Mais elle a beaucoup plus couvert ici sur le début de ligne fruitière que sur la fin. Après, c'est pas si grave parce qu'à la fin, on a moins de pression d'armoise. Et l'armoise était principalement sur la moitié nord de la parcelle. Et il est vrai que la consude a fait un sacré boulot de concurrence sur l'armoise. Donc, c'était assez concluant. Pour nous, c'était intéressant, ça donnait des assez bons résultats. Après, il est vrai que la consude, elle fait un peu comme l'armoise, c'est-à-dire elle vient mordre à l'intérieur de la parcelle, mais de façon beaucoup moins agressive que l'armoise, qui est quand même une des pires choses auxquelles on peut se confronter en adventice vivace. Donc la consude, on arrive à la gérer quand même quand elle vient grignoter sur la parcelle assez facilement. Voilà, des histoires d'ombre, on n'a pas eu trop de difficultés, je dirais, des histoires d'ombre, si ce n'est, l'image on ne voit pas très bien, si ce n'est sur la dernière planche qui côtoie la haie de manière très proche, il y a vraiment un passage d'une personne et puis on est tout de suite sur la haie, donc il est vrai que, je me rappelle une culture de porte-graines d'oignons qui cherchait quand même pas mal la lumière en tournant la tête vers l'est, quoi. Mais bon, pas pire, la production de graines d'oignons était tout à fait bonne. Je me demandais combien de temps vous prévoyez de cultiver à 3 rangées, probablement pas très longtemps. En fruitier. Comment vous estimez un peu le ratio? Là, on est sur des densités quand même très fortes. Oui. Sur le rang, c'est un peu classique, mais en interrang, c'est vachement proche. Après, j'ai vu qu'il y avait des variétés, voilà, pastières, c'est pas une variété très poussante. Mais à terme, ça va se refermer. Combien de temps vous imaginez cultiver 3 rangées ou 2 rangées Eh ben, on va rester toujours à 3 rangées. Les oliviers, on est en olivier tous les 4 mètres et demi, mais on se pose la question d'aller en deçà, justement, puisqu'on est sur une ligne arrosée, parce qu'on arrose le raisin de table, donc on va forcément, évidemment, arroser aussi les oliviers, et donc essayer peut-être de trouver, pas de porte-greffe parce qu'on va partir en bouture, mais je me dis qu'on va faire de l'olivier, comme on fait aujourd'hui, un rideau. Donc assez coupé, assez taillé, assez bas, et le tenir en rideau, quoi. En cordon, on va dire presque. Et les figuiers, c'est pour ça que le dessin il est un peu aplati du rond du figuier, c'est parce qu'on fait une taille où les charpentières, et j'ai pas d'image, désolé, où on les empêche de s'ouvrir sur les côtés. Donc on vient tailler de la sorte que les figuiers progressent uniquement sur une bande de... On doit être sur un bon mètre et demi, presque 2 mètres en été quand ça déborde, sur une bande de 2 mètres et qui occupe tout le volume qui longe en rideau, pareil, qui longe la ligne de figuier. Donc on ne va rien enlever en fruitier. Et l'épaisseur ne sera pas sur une taille classique en double Y, mais sur de la haute tige à port plus ou moins libre. Donc on verra comment est-ce qu'on arrive à gérer ces pêchers comme ça. Et les grenadiers, ça ne nous inquiète pas beaucoup puisque ça ne fait pas non plus des choses très très grandes. Pardon. Donc voilà pour cette parcelle. Je me permets seulement d'introduire cette autre parcelle qui nous plaît, nous intéresse. Du coup, c'est un peu un clin d'œil à Rudy qui nous accompagne un peu là-dessus, qui est notre verger conservatoire. Désolé, le dessin il est moins joli que l'autre. Où l'on a 6 lignes de fruitiers espacées tous les 5 mètres et demi. On est sur une petite parcelle pareille d'environ, on doit être sur 3000 mètres carrés, je crois, avec au total 42 arbres. Donc on a 6 lignes, sur chaque ligne on a 7 arbres. Là on est vraiment sur des hautes tiges, greffées sur des non-nanifiants. Et où c'est notre verger conservatoire, puisqu'on conserve des variétés qu'on a retrouvées lors de notre prospection d'il y a quelques années et que l'on continue encore. Donc 2 lignes de cerisier, 1 ligne de poirier, 3 lignes de pommiers. Et
Le tout, on est sur de l'agroforesterie, puisque au centre, on a 6 blocs où l'on fait de la pépinière. Pépinière ornementale pleine terre et pépinière fruitière pleine terre. Avec l'idée finale, si vous voulez, d'avoir nos vergers à greffons, vergers conservatoires ou vergers à greffons. On a déjà nos porte-greffes qui sont plantés en pleine terre. On attrape les greffons et on vient les caler directement sur notre pépinière. Voilà. Ça, c'est la question, avec une petite collection ici de noisetiers. Et la parcelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la parcelle vitrine, où on essaye de reproduire quelque chose d'assez classique avec l'organisation en 4 carrés de jardin, de 100 mètres carrés environ chaque carré, et le tout entouré d'une sorte de 4 lignes de culture avec 4 espèces, les 4 espèces les plus classiques pour nous, pêcher abricotier, pommier et poirier, avec la vigne en variété Rivier Gris qui arrive. Et voilà. Et ça, c'est une toute petite surface de 1000 mètres carrés. Voilà, donc à chaque fois, on joue un petit peu avec cette combinaison plante annuelle, plante pérenne, qui essaye de répondre aux envies et aux besoins des stagiaires qui ne sont pas seulement en maraîchage, puisqu'on a tout, on a semences, arboriculture, maraîchage et ornement, que ce soit en pleine terre, en hors-sol, et on essaye de s'accommoder avec tout ça et sortir des parcelles qui répondent aux envies de tout le monde, même aux nôtres aussi. Et ben voilà, merci. Bonjour, je représente la ferme de l'Auberge, du coup, qui est un GAEC divageux. Je ne vais pas du tout être aussi claire que la personne d'avant. Je ne suis absolument pas à l'aise à l'oral, du coup, je vais essayer d'être quand même assez claire. Bon, là, j'ai mis les mots qui représentent notre ferme, mais bon, voilà, ça c'est... je sais pas du tout, je vais pas du tout y arriver. Ça va le faire. Du coup, nous, on est une ferme diversifiée de 20 hectares avec un système de polyculture et élevage, et on a mis en place du verger maraîcher, mais on a aussi des haies, beaucoup de haies. Et voilà, on a 1,7 hectare de maraîchage. Tout est, on verra un peu après, mais tout est en verger maraîcher, avec différentes organisations. Alors c'est un peu le bazar, mon dessin dégueulasse, mais c'était juste pour montrer, là c'est notre partie maraîchage principale, je verrai des photos après. Ce qui est en vert, c'est des fruitiers, et du coup à chaque fois il y a des jardins de 600 mètres carrés entre, et il y a un système qui est un peu différent là sur des plus petits jardins de 300 mètres carrés, où les fruitiers sont plutôt autour des jardins et pas entre les planches. Vraiment, enfin, voilà, tout le reste, c'est des arbres différents. Ça, c'est des arbres, c'est des trognes pour affourager au champ, et tout ce qui est en bleu, c'est des haies. Donc, voilà, je ne vais pas du tout être claire. J'ai fait un petit truc comme ça moche pour faire un rappel. C'est horrible, je ne suis pas du tout à l'aise à l'oral. Je suis désolée, c'est Gal Serran qui est très à l'aise avec les arbres, mais c'est moi qui suis venue. En gros, notre système, mais bon, c'est vrai qu'on verra peut-être avec des photos, mais c'est horrible sans photo en fait, c'est ça que je me rends compte. Ouais. Bon, d'accord, ok. Et ben, du coup, on a tout ça en système où toutes nos zones de 600 mètres carrés de légumes annuels sont séparées avec du coup des fruitiers. Du coup, à chaque fois, c'est environ 11 arbres qui sont sur une ligne, mais ça dépend, parce qu'en fait, les pommiers, les oliviers, nous, on les a mis à 7,50 mètres, alors que globalement, les autres variétés sont plutôt à 6 mètres. Du coup, il y a de 9 à 11 arbres par ligne, et à chaque fois, le jardin de 600 mètres carrés, en fait, c'est un espace de 12 mètres entre les fruitiers. Ça correspond aux 6 planches de 1,50 mètre sans maraîchage. 1,50 mètre, c'est passe-pied plus la planche. Et 3 mètres pour l'arbre actuellement. Ça a d'ailleurs subi une petite évolution parce que, je ne sais plus exactement, mais on avait un peu moins pour l'arbre. Et là, l'année dernière, on a fait non, c'est ça. L'année dernière, on a un peu diminué. On n'est plus à 1,50 m pour les... On a toujours 6 planches, mais qui doivent faire 1 mètre, je ne sais plus, 36, je ne sais pas quoi. Du coup, pour commencer un peu à élargir la zone pour les arbres. Ça, c'est un choix qu'on a fait, même si nos arbres grandissent pas très vite. Et ça, c'est une petite parenthèse sur la partie des petits jardins de 300 mètres carrés, où il y a 6 petits jardins... Et du coup, il y a des arbres isolés autour, très diversifiés. Là, j'ai marqué des grenadiers, des pommiers, des cognaciers, des cerisiers. Là, j'ai mis toute la liste des faits de Joie, des péchés, de ce qu'on a. En réalité, il y a des choses qui ne se sont pas du tout plus chez nous. Et il y a de la perte dans les chiffres que j'ai là.
Et on a une zone, mais pour le coup, qui n'est pas en verger maraîcher de raisin de table. On a une petite parcelle de 600 mètres carrés. Et à un autre endroit, on a une bande sur un des petits jardins d'amandiers. On a, je sais plus, une trentaine d'amandiers. Et entre les amandiers, à la base, il y avait une plantation avec 3 pieds de raisin entre chaque. Une partie n'a pas survécu. Mais du coup, ceux qui ont survécu, maintenant, ils sont palissés dans les amandiers. Bon, globalement, ça, c'est un petit peu tous les arbres qu'on a mis. Je sais pas, peut-être j'ai pas besoin de parler des haies champêtres. Je sais pas, on n'a pas besoin. André, il est où ? C'est bien, ça fait partie de la... Je peux quand même le dire, voilà, je sais pas trop. Du coup, voilà, nous, il y a un gros travail sur les haies dans notre ferme. Du coup, il y a des haies aussi dans les maraîchages, mais il y en a aussi sur le tour de la ferme. Du coup, on a un peu estimé à 7 km les haies qu'on a plantées depuis 2000, peut-être qu'il n'a pas commencé en 2005, mais cette ferme existe depuis 2005, mais du coup, on va dire depuis 15 ans, voilà, il y a tout ça de haies qui ont été installées, il n'y avait pas d'arbres avant. Et il y a plus de 70 essences, j'ai marqué des classiques, les principales qu'il y a sur la ferme, voilà. Donc le robinier qui embête tout le monde, mais que nous on aime beaucoup, voilà. Ouais, que nous, on a plutôt tendance à mettre en valeur, mais voilà, des classiques de haies. Et du coup, j'ai marqué les fonctions, parce que nous, on a coupe-vent, parce qu'il y a énormément de vent. Il y a la séparation bioconventionnelle, parce qu'on est entouré que de conventionnels. Voilà, évidemment, de la biodiversité, de la pollinisation, de l'ombrage, parce qu'il fait très chaud chez nous. Et du coup, il y a ce truc autour de la production de fourrage, puisqu'on fait des trognes, et l'idée, c'est d'affourager directement nos brebis dans les parcelles. Et on fait les piquets pour mettre le grillage et puis le bois de chauffe. Donc on essaye que ça soit bien utile. Ça c'est aussi... voilà, c'est tout, voilà. Alors ça, il ne faut pas le lire, c'est trop dense, mais c'était parce qu'il a demandé d'avoir des petites infos. Les haies ne sont pas irriguées, mais les fruitiers non plus. Mais ça, donc évidemment, c'est des fautes professionnelles de maraîchers qui n'ont pas le temps. Mais nous, à la plantation de nos fruitiers, la plupart c'est en 2017, mais il y en a eu à plein de moments. Il n'y a même pas eu d'eau à la plantation, il n'y a pas de goutte à goutte, il n'y a rien qui irrigue nos fruitiers sur la ligne. Par contre, du coup, comme ils bordent des jardins, ils bénéficient certaines années de l'irrigation quand elle est en aspersion. Voilà, donc autant dire qu'on a des arbres qui ne sont pas très bien développés. Mais c'est comme ça que ce sera des choses qu'on changerait si on recommençait. Et voilà, évidemment, il n'y a pas d'arrosage non plus sur les haies, bien que comme on en a implanté dans les grandes années de sécheresse, on s'est retrouvé à faire quand même des balades à la tonne à eau pour éviter de perdre les milliers d'arbres qui avaient été plantés sur l'hiver en question. Donc on a quand même eu une petite intervention une fois sur de la haie. Et après, j'ai essayé de marquer, mais nous, on est vraiment la ferme de la galère. On fait plein d'essais, on adore ça, on s'acharne, mais voilà, on avait mis des poiriers, on les a enlevés la plupart parce qu'ils ne se plaisent pas du tout dans notre sol. Pour le coup, c'est vraiment le sol qui ne va pas bien, qui n'est pas argileux du tout chez nous. On a mis des oliviers à la place qui ont l'air de se plaire énormément, qui ont moins d'1 an. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et après, on a beaucoup de maladies sur les fruitiers. Donc les pommiers se développent quand même doucement, mais vont bien, mais on a plein de zézères, entre autres. Et les abricotiers et les pêchers, apparemment, il y a beaucoup de bactérioses et de cloques. Alors eux, ils produisent très aléatoirement et ils vont de moins en moins bien. On ne sait pas si on pourra les garder. Voilà, on suit, on ne sait pas. Du coup, nous, la production, même si les arbres sont de 2017, c'est pas ça. C'est très aléatoire, c'est pas génial. Du coup, avec les années, on s'est mis à essayer de plus s'en occuper. On pourra en parler peut-être plus tard, mais je vais pas essayer de bout. Mais on referait mieux si on recommençait. Le seul truc très positif qu'on peut observer, nous, sur le verger maraîcher, c'est sûr, c'est qu'on a beaucoup plus d'oiseaux. On a une ferme qui est très vivante. Après, sur le maraîchage, on est encore un petit peu sceptique parce que l'ombrage, il est agréable pour nous et il est évident. Mais par contre, on voit souvent beaucoup de concurrence sur les cultures. Voilà. Ça, c'est des petites remarques. Voilà, on saute ces trucs-là. Je sais pas. Et alors, je vais mettre des photos en vrac, mais je sais pas trop ce qu'il y a. Ça, c'est juste des photos des plantations parce qu'on peut. Je vous dirai comment on a préparé le sol à chaque fois. Voilà. En fait, on a mis. Après, c'est que j'ai mis les haies et les vergers. Du coup, c'est vrai que je sais pas si on est intéressé des deux, mais la dernière plantation qu'on a fait en 2021, on l'a mieux faite que la première, même si on n'a pas irrigué parce que on avait paillé avec des paillages en chanvre, on avait mis du broyat. Voilà, on a protégé les arbres sur pas mal de choses. Du coup, on a essayé de mieux mettre au petit soin avec nos arbres.
Bon, voilà, mais ça, c'est plutôt pour les haies, cette plantation-là. Mais sur les oliviers, on avait fait pareil. On avait tenté même de bâcher, même si nous, on ne met pas de bâche sur notre ferme dehors. On n'en a pas, normalement. Donc celle-là, on l'a mise à 1 an. Et d'ailleurs, on l'a enlevée parce que ça ne nous a pas plu. Mais du coup, on a fonctionné avec beaucoup de broyat pour essayer de retenir du coup l'eau. Et bon, a priori, ça leur a bien plu. Voilà, j'ai mis en vrac des photos, là, maintenant, un peu plus de... Voilà, ça, c'est nos zones de 600 mètres carrés en culture. Donc nous, on est en sol travaillé. Et avec la bande de plus ou moins 3 mètres autour des fruitiers, donc des fois pas du tout désherbé, des fois désherbé. On a investi il n'y a pas très longtemps dans une tondeuse qui a été un truc un peu révolutionnaire pour l'entretien des arbres. Voilà. Voilà, plutôt que le rotophile et tous ses dangers. Et rapidement, nous, on a fait le choix de hautes tiges pour la plupart des fruitiers. Et au début, on taillait très peu, on entretenait mal nos arbres, mais maintenant, on essaye du coup de reprendre cette taille où voilà, on enlève les rejets, où on essaie de faire monter les arbres en association avec les légumes. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Ce sera peut-être pas très facile à récolter, mais ça ne nous gênera pas sur le... La Zézère qui a beaucoup bloqué le développement des arbres. Complètement. Du coup, c'est ces espèces de magnifiques arbres en 6 ans. C'est une sorte de verre qui rentre dans la branche et qui évolue dans la branche et qui la fait pourrir. C'est peut-être déjà issu de la pépinière. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie de nos remarques. C'est bon, on n'est pas sûr, mais il y a des gens qui nous auraient diagnostiqué qu'on aurait eu déjà beaucoup de problèmes sur... Par terre très enherbée, c'est Gilles qui nous disait ça, qui nous disait que quand c'est très enherbé, ça favorise quand même pas mal de... Ah oui, en plus, mais alors du coup, elle a touché nous. Si elle y arrivait déjà avant, du coup, on tente un entretien, mais c'est quand même pas toujours parfaitement entretenu. Voilà, j'ai juste mis les différents fruitiers qu'on a. Ah oui, sachant que je me suis trompée à un endroit que j'ai pas corrigé, donc ça va être drôle. Mais là, c'est bien des cerisiers. Bon, parce que des fois, nous, le maraîchage, il y a aussi de la luzerne, puisqu'on a des engrais verts sur beaucoup de nos parcelles. Là, on voit quand de temps en temps sur les maraîchages, c'est des haies. Donc là, pour le coup, qui marchent très bien chez nous, qui ont bien grandi. Voilà. Du coup, on a aussi des figuiers. Donc, ça, pour le coup, ça se plaît quand même plutôt bien chez nous et c'est en production, mais c'est un peu logique. Et là, on voit de loin, parce que nous, on a ce que je disais, on a des zones de 600 mètres carrés et de 300 mètres carrés pour les légumes, mais dans notre système en polyculture élevage avec les animaux, et on a tout ce qu'il faut pour faire pâturer nos bêtes, mais aussi pour faire leurs céréales et leur foin. Et donc, du coup, on a un petit endroit avec des grandes cultures. On a 8 zones de 6000 mètres carrés qui sont aussi bordées, mais avec seulement des haies forestières ou champêtres, quoi, mais pas de fruitiers dans cette partie-là. Voilà. Et voilà, du coup, ça se voit pas bien, mais le côté où il y a les amandiers, il y a des périodes de l'année où ça se voit mieux. Il y a des vignes et du coup, elles sont accrochées, elles montent dans les amandiers. J'aurais dû mettre des photos plus récentes, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, et ça, c'est les petits jardins où il y a les fameux arbres isolés. Il y a une seule variété, en principe, de chaque fruitier qui sont répartis comme ça un peu. Et puis, c'est tout. Voilà, là, on voit juste des trognes, parce que c'est aussi un des trucs qui tient beaucoup à la ferme. Voilà, avec des mûriers blancs, des frênes, enfin, voilà, ce genre d'essence-là. Et voilà. Et ça, c'est parce que c'est des nouvelles lignes aussi où on a fait des nouvelles lignes de plantation pour faire des trognes aussi. Voilà, parce que c'est rien. C'était juste une diapo pour dire que l'ombrage était présent, mais pas toujours positif. Voilà. Donc moi, c'est Aurélien. Je fais partie d'un GAEC qui s'appelle les Jardins, qui s'appelait les Jardins épicés quand il était sous forme de RL, et quand on l'a passé en GAEC, on a appelé les Jardins épicés tout. Donc on est juste au sud de Grenoble, donc là, et du coup on est plutôt au climat montagnard, on est à 600 mètres, donc ça change pas mal de l'ambiance de la ferme précédente, parce qu'on a du gros gel, de la neige, enfin voilà, donc c'est un climat un peu plus montagnard. Par contre, on a beaucoup de points communs sans se connaître avec le témoignage qui vient d'être fait là. Et du coup, je vais essayer de ne pas redire la même chose, mais il y a beaucoup de choses qui sont similaires sans s'être jamais rencontrés. Du coup, nous, on a un parcellaire qui est éclaté, donc vous reconnaissez toutes les planches en maraîchage là. Donc on est dans un environnement, contrairement à la fois d'avant, là, très en bio. Pardon, je suis allé un peu vite sur la présentation de la ferme.
Donc on est 5 associés, on vient d'intégrer une 5e associée. Donc on est à peu près à 6 équivalents temps plein parce qu'on prend un petit peu de salariat encore l'été. Et on est en maraîchage diversifié, en bio, en vente directe. Voilà, et on a 4 hectares de plein champ, un peu plus de 3000 m² sous tunnel, donc on est très faible en maraîchage couvert. On fait nos plants. Voilà, on a un petit atelier poule pondeuse. Voilà, globalement pour la ferme. Voilà, donc le parcellaire, donc on cultive 4 hectares de plein champ, mais le parcellaire il fait 7 hectares, il est assez éclaté, donc c'est assez compliqué à gérer pour nous, notamment sur l'entretien des clôtures, parce que du coup, ben, on a un environnement diversifié, ce qui est très positif, mais du coup, on a grosse pression sanglier-chevreuil, et du coup, ben, voilà, il y a beaucoup d'entretien de clôture à faire. Et du coup, on a eu 2 projets. Il y a eu un projet d'agroforesterie qui s'est matérialisé beaucoup sur cette parcelle, même si on a planté un petit peu des lignes d'arbres ici et là-haut. Et puis surtout, on a mis beaucoup de haies. Donc en vert, on a tout ce qui est lignes d'arbres fruitiers, et en orange, c'est les haies qu'on a plantées sur nos parcelles. Donc c'est pour ça que ça ressemble quand même beaucoup au système précédent. Voilà, donc c'est surtout, c'est cette parcelle qui est vraiment intéressante. Celle-là, on s'est raté à l'implantation, on s'était pas mis d'accord entre les associés, du coup ils ont poussé tous les arbres là-bas en préparation de sol, et c'était pas du tout l'objectif. L'objectif c'était de faire la même chose que ça, que ce soit diversifié, mais bon voilà, on a un peu rattrapé avec de la haie, et finalement ça reste quand même dans la même parcelle, même si c'est pas alterné. Voilà, donc on a planté 250 fruitiers avec une implantation particulière parce que moi je me suis beaucoup inspiré de Stéphane Sobkowiak qui fait des lignes mixtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 fois le même arbre sur la ligne. Donc moi à chaque fois ce que j'ai fait c'est que de mettre un fruitier à pépins, un fruitier à noyaux, un fruitier à pépins et un arbre de biodiversité. Donc j'ai un espèce de cycle de 4 arbres qui se répètent tout le temps, avec essayer de créer au maximum de diversité, même sur la ligne d'arbres. Et du coup, ben, comme j'ai dit, dans tous les 3 fruitiers, il y a un arbre de biodiversité, donc même dans les lignes d'arbres fruitiers, il y a des arbres de biodiversité. Donc en gros, il y a... je sais plus, il y a 100 arbres de biodiversité pour 250 fruitiers, parce que bon, bah, avec les lignes, il y en a toujours un au bout, en plus. Et sur les haies, on a mis à peu près 1 km de haies, sachant qu'on a fait des haies très denses, nous on a mis les arbres tous les 2 mètres. Avec l'idée vraiment, comme on ne pouvait pas faire des haies larges, on a fait des haies denses sur le rang. Sur cette parcelle qu'on va regarder plus en détail, là, j'ai pas beaucoup de support, hein, j'ai pas grand chose de plus que ça. Du coup, l'idée là, c'est que nous, nos jardins, donc on est en planche permanente, du coup, on a on est calpiné par l'irrigation, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc nous, on a une irrigation toutes les 6 planches, donc tous les 12 mètres. Et du coup, moi, on a gardé du coup un jardin de 6 planches. Et après, j'ai voulu mettre les arbres de part et d'autre de l'irrigation d'après. C'est un peu compliqué à comprendre sans support. Du coup, à chaque fois, en fait, on a 3 planches de maraîchage, une irrigation, 6 planches de maraîchage, une irrigation, 3 planches. Et ensuite, il y a une double haie fruitière qui est de part et d'autre d'une irrigation. Et du coup... Ouais. Ah voilà, j'avais fait un petit truc, c'était ça. Du coup, c'est calpiné par l'irrigation. Donc là, les cercles, c'est des petits tourniquets, là, les sprinklers. Et du coup, on voit qu'à chaque fois, on a 2 lignes d'arbres, ici, et ensuite, on a nos planches de maraîchage. Donc on est en double ligne, mais du coup, ça veut dire qu'en entretien, sous le rang, là, on a des bandes très très larges à entretenir, qui ne s'entretiennent pas au tracteur parce que c'est pas de la haute tige et du coup bah, en fait c'est beaucoup de débroussailleuse. Donc ça c'est un peu, ça engendre un gros temps de travail qui était pas forcément prévu.
Ça dépend des parcelles, mais oui, il se trouve que dans cette parcelle, les lignes d'irrigation sont très larges et font 2 mètres, donc effectivement, c'est encore plus large en fait. En fait, ici, on a 12 mètres, mais comme on a 2 mètres ici, ça fait 1 mètre de plus, donc l'aspersion est effectivement tous les 14 mètres. Voilà sur l'implantation. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté beaucoup entre les 2 lignes d'arbres, puisque du coup, on a 7 mètres entre les 2 lignes d'arbres, donc on est très écarté en interrang, et du coup, j'ai énormément densifié sur le rang. Donc contrairement à la première intervention, moi j'essaye de faire des patates, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire de densifier les arbres sur le rang pour que l'arbre il pousse plutôt comme ça, quoi, et qu'il s'épanouisse dans la largeur. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà, j'ai pas beaucoup de photos. Donc là, on voit bien ici, là. Donc là, c'est la ligne d'irrigation. Il y a une ligne d'arbre ici, une ligne d'arbre ici. Et du coup, il nous reste 3 planches de maraîchage. Donc forcément, quand les arbres étaient jeunes, on a continué à cultiver de part et d'autre, mais ces cultures, on les a abandonnées après. Et là, on a notre irrigation. Et donc là, on voit l'implantation, là, avec les arbres de biodiversité en blanc. En vert, c'est les pommiers, poiriers. Donc ça ne respecte pas toujours ce que j'ai dit, hein. Les fichiers ne sont pas forcément à jour. Je crois que j'ai interverti à la plantation. En gros, ça fait pommier, abricotier et poirier, arbre de biodiversité. Et voilà, à chaque fois, on retrouve ce calpinage-là, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme support. Sur l'irrigation, donc c'est la même chose que tout à l'heure, donc je ne vais pas répéter. Il n'y a pas d'irrigation dédiée sur les fruitiers. Ils bénéficient juste un tout petit peu de l'aspersion maraîchage. Voilà, mais on est dans un contexte beaucoup moins sec. Donc sur les premières années, ça s'est plutôt bien passé en apport d'eau, il n'y a pas eu de soucis. Et puis sur les 2 dernières années, là où on a eu des sécheresses plus conséquentes, les arbres étaient selon moi suffisamment grands pour pas trop souffrir. Alors ils n'ont pas une croissance exceptionnelle, mais en tout cas il n'y a pas vraiment de souffrance liée à un stress hydrique pour nous. Alors, j'ai pas fait d'apport au début. J'ai fait un paillage compost végétal à la plantation que j'ai un peu regretté. Donc déjà, il y a eu 2 types d'implantation. Il y a eu de l'implantation dans de la prairie et il y a eu de l'implantation sur des planches maraîchères. Donc sur les planches, ça s'est très bien passé. Les arbres se sont super bien développés, etc. parce que le travail du sol en amont était très bon. Mais par contre, on avait un sol très à nu. Donc c'est pour ça qu'on a mis du broyat. Mais le broyat a vachement sélectionné les adventices qu'on ne voulait pas. Donc il est resté liseron, chardon et renoncule, qui sont un peu les 3 que chez nous on ne veut pas voir là. Du coup, c'est pour ça que j'ai regretté un peu d'avoir mis ce broyat. Là, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est plutôt arriver... donc j'ai réussi à le faire quand on a abandonné ces planches-là. J'ai réussi à implanter de la luzerne. Et ça, je suis très content du couvert luzerne sous les arbres. Parce qu'à l'entretien, c'est très facile. C'est pérenne. Et du coup, c'est assez intéressant. Il faut arriver à l'entretenir suffisamment tôt. Mais pour moi, c'est un bon système, plus que... Il y a un gros temps de travail sur le paillage qui, pour moi, n'est pas forcément très intéressant. Du coup, un pré-semis avant la plantation et de faire vraiment des tout petits trous pour implanter les arbres. Il vaut mieux passer un peu de temps à soigner, pour moi, la plantation de l'arbre et avoir déjà un couvert presque en place que faire de la grosse intervention tracteur pour planter les arbres. Voilà, sachant que la plantation, c'est l'hiver. Pour des maraîchers, c'est le moment où on a un peu de temps, etc. Finalement, c'est pas... faut pas se mettre à la course sur la plantation, ce qu'on a souvent tendance à faire. Bien sûr, d'avoir bien compris, du coup, le mieux pour toi, c'est de partir sur des bandes maraîchères et de pré-semer, c'est ça ? Il faut qu'il y ait un gros précédent, ouais, donc s'il y a de la culture maraîchère avant, ça vaut vraiment le coup. Et effectivement, si le semis de luzerne il a déjà été fait et bien raclé avant la plantation et de faire juste en fait des trous au loucher pour mettre les arbres, voilà.
Dans tous les manuels là, de plantation d'arbres fruitiers, on dit qu'il faut faire un énorme trou pour brasser la terre et tout. Moi, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Je pense qu'il faut faire un tout petit trou. Enfin, en tout cas, quand on a une très bonne terre maraîchère, ça, c'est vrai en prairie. Si on plante des arbres dans une prairie, il faut faire une grosse cuvette pour travailler sa terre, etc. Moi, mon expérience, c'est que sur des planches de maraîchage qui ont une structure de terre sur laquelle on s'est vachement appliqué en amont, il faut essayer vraiment de toucher au moins possible la terre, quoi. Et c'est un contexte très particulier hein, de planches permanentes en maraîchage où il y a eu déjà de la culture, etc. Il ne s'agit pas de casser une prairie, de faire vite fait un engrais vert et c'est pas pareil, quoi. Je ne sais pas s'il y a une expérience là-dessus, mais apparemment la luzerne, dans les petits, ça fait beaucoup de concurrence pour les fruitiers. Mais moi, j'ai pas... En hydrique ou sur l'eau ou en nutriments? Ouais. Moi, je ne veux pas la détruire, je veux vraiment juste l'entretenir et au contraire qu'elle soit pérenne. Bon voilà, en tout cas, quand je l'ai, on ne voit pas très bien là, mais quand moi j'ai la luzerne qui est un peu écartée, donc elle n'est pas juste sous l'arbre, elle est juste après, en tout cas à entretenir c'est hyper confortable la luzerne, ça se taille quand même vraiment très très bien. Il y a quand même l'apport d'azote, donc elle rend quand même une partie de l'azote potentiellement qu'elle prend. Moi, je ne suis pas dans un contexte très sud avec des grosses problématiques hydriques et tout, donc effectivement, j'ai quand même moins ce souci-là. Non, après, je partage le constat qu'on est avant tout des maraîchers. Moi, je suis le seul à m'impliquer sur les arbres dans notre GAEC de 5, donc forcément, on s'en occupe vraiment pas assez. On a une idéologie zéro traitement, donc il y a de la maladie, etc. Ils ne poussent pas beaucoup. Enfin voilà, je partage tout ce qui a été dit sur le constat, de dire que la plus grande difficulté pour des maraîchers, c'est de prendre du temps pour s'occuper des arbres, quoi. Donc voilà, mais j'ai pas noté qu'ils étaient particulièrement stressés par la concurrence de la luzerne. Moi, ce que j'ai observé, c'est que, effectivement, la biodiversité, au lieu d'être à l'extérieur de la parcelle, elle rentre plus dans la parcelle. Donc ça, il y a un vrai effet biodiversité qui est très intéressant, notamment en gardant des couverts végétaux plutôt hauts. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, au début, on se dit « ouais, moi, je vais tout le temps tondre super bas et tout ». Puis en fait, en vrai, on n'a pas le temps, on est à la course, donc on ne tond pas. Et finalement, il y a une énorme biodiversité aussi dans ces grandes parcelles d'herbes, qui sont très diversifiées, donc ça sur la biodiversité c'est très très chouette. Moi j'ai fait le choix de mettre les légumes très loin des arbres, enfin sauf les premières années, mais là à terme on est quand même très très loin, on est à 3 ou 4 mètres du tronc. Voilà, parce que chez Cyril on avait vu qu'il y avait quand même une concurrence forte et du coup moi j'ai choisi d'écarter les légumes et de densifier sur le rang. Ça a été mon choix, donc sur la concurrence en tout cas, légumes, arbres, j'ai pas de retour et après il faut bien maintenir un couvert et je me dis que la luzerne quand même doit tirer peut-être quand même moins que des légumes, voilà. Quel espacement comme là? Sur le rang, 3 mètres, donc c'est quand même très serré quoi. Tous, ouais. Donc voilà, sur l'ombre, sur la concurrence racinaire, j'ai pas forcément noté d'interaction avec le légume, puisque moi j'ai volontairement écarté le légume parce que je suis dans un contexte qui n'est pas très sud. Par contre, c'est très confortable effectivement pour les gens qui travaillent sur la ferme d'avoir des zones d'ombrage, parce que quand on ramasse du fenouil, hop, on le met à l'ombre de l'arbre et tout, donc ça apporte aussi un confort qu'il ne faut pas négliger en termes de confort du quotidien des travailleurs. Voilà, et donc le souci pour des maraîchers, c'est de passer du temps sur leurs arbres, quoi. Faut vraiment, non mais ça c'est le truc, voilà, on ne voit pas assez. Et après, ce qu'on discutait juste avant là avec Tiben, c'était aussi de prendre le temps en fait. Moi j'ai planté très très vite, j'ai fait la formation, je suis rentré, j'ai commandé des arbres, j'ai planté. Et on est pressé, on a vachement envie, et en fait, c'est des erreurs de choix de porte-greffe,
C'est des choses qui sont faites un peu trop vite dans les prairies parce qu'on n'a pas suffisamment bien préparé le sol, etc. Donc c'est bien, on est très motivé, on a envie de faire, mais souvent quand on fait un peu vite, on ne fait pas forcément bien. Il faut quand même prendre le temps. Il y a un investissement financier qui est quand même conséquent sur ce nombre d'arbres, avec pas de rentabilité à moyen terme, hein, parce que là, ça fait 7 ans et pour l'instant, il n'y a pas un euro qui est revenu de ce qui a été investi. Donc il y a beaucoup de temps, il y a les achats des arbres, et du coup, on a tendance à acheter des arbres un peu moins chers. Du coup, le conseil, souvent, du coup, gros pépiniériste, du coup, des conseils un peu moins avisés, et voilà, et du coup des erreurs de porte-greffe qui ne sont pas forcément rattrapables après. Voilà. Juste une question. Ouais, c'est assez lié à ça. Pour toi et pour les autres, le choix des variétés pour les petits tomates, réfléchissez ou pas? Tu viens de dire, vous prenez un gros pépiniériste. Sur les variétés, il y a un choix de chercher un truc hyper résistant, quoi, très rustique. Mais après, sur les variétés en tant que telles, je pense qu'il n'y a pas eu trop d'erreurs à mon sens. C'est-à-dire que potentiellement, je pense que les variétés que j'ai choisies peuvent donner. Par contre, c'est sur le porte-greffe. Je pense qu'avec le pépiniériste, on n'a pas forcément suffisamment bien travaillé pour que ce soit adapté, quoi. J'ai pas compris. En variété, moi j'ai pris les catalogues et j'ai vraiment fait toute ma réflexion autour de la rusticité, genre pomme résistante tavelure, etc. Et puis tardif, c'est-à-dire que tout ce qui est cerisier, j'ai pris que les plus tardifs, quoi. Parce que nous, ça gèle jusqu'au 15 mai, du coup, on est obligé de se mettre vraiment plus tard, quoi. Ce que tu disais par rapport au porte-greffe, les erreurs, c'est quoi? C'est trop vigoureux, pas assez vigoureux, trop... Non, pas forcément adapté au sol, etc. C'est que moi, j'avais pas assez creusé cette question du porte-greffe quand j'ai acheté les arbres. Et je me suis rendu compte après, en lisant et en me documentant plus loin, qu'en fait, il y avait plein de porte-greffes qui n'étaient pas du tout adaptés à mon territoire, en fait. Ouais. Et alors, j'ai pas retenu... on pourra le voir après, mais je suis toujours pas très bon en porte-greffe. Ils sont pas adaptés à l'hydromorphie ou soit Ouais. Après, pour ta défense, il y en a des pépiniéristes dans la gamme un peu classique, il n'y a pas énormément de porte-greffes. C'était plus ça que je voulais dire. Ouais. C'est que moi, j'ai choisi de travailler un gros pépiniériste qui sort des pommiers à 4-5 euros et qui, du coup, avait un mauvais conseil en termes de porte-greffe et que peut-être que j'aurais mis 20 euros dans mes pommiers avec quelqu'un qui vient sur place, qui me pose toutes les questions pour avoir tous les éléments, et j'aurais peut-être pas fait l'erreur. Mais voilà, dans une ferme, quand on investit sur 200 arbres, il y a un budget et souvent, on regarde notre porte-monnaie, on voit qu'il n'y a pas de rentrée financière. Voilà, c'était pour dire aussi, on n'a pas encore parlé... on a peu parlé financier, mais il faut bien se rendre compte que là, nous, je ne sais pas, il y a peut-être pour 6-7 000 euros d'investissement hors temps de travail dans une ferme qui a rapporté aujourd'hui 0 euros. Et si on compte le temps de travail, c'est énorme, il y a peut-être 10 000 euros de plus. Et des structures jeunes, elles ne peuvent pas forcément se permettre ça. Donc il y a cet aspect un peu aussi, moi je le fais plus de manière... un peu désintéressé, à la fois pour l'expérience, et puis le seul gain, c'est qu'on a la biodiversité, sauf que nous, on l'a déjà. On n'est pas dans un contexte d'être entouré de conventionnels. Donc en fait, nous, finalement, la biodiversité, on l'avait déjà un peu. Voilà. Et si jamais c'était productif, quel était votre objectif au niveau des fruits commercial ou, Oui, on voulait vendre du fruit. Comme on est en vente directe, en fait, pour nous, c'était assez facile, en fait, qu'on ait, j'en sais rien moi, qu'on ait 1 tonne de pommes ou 5 tonnes de pommes. Pour nous, c'était hyper facile à commercialiser. On a déjà de la chambre froide pour les légumes, etc. Donc pour nous, on n'avait pas forcément de surcoût en termes sur le reste, quoi. Il fallait acheter une brouette échelle, les caisses, on les a. Après, c'est l'avantage des maraîchers, c'est qu'on a après tout le système derrière qui va bien. Oui, on n'y est pas du tout. Non, mais le problème, c'est que dans la littérature, on n'a que des chiffres arbaux qui nourrissent énormément, qui arrosent, etc. Et en fait, des arbres dont on s'occupe pas ou peu, sur lesquels, au bout de 4 ans, on se dit « Ah oui, quand même, il faudrait que je mette de l'amendement », forcément, ça n'avance pas, quoi.
Après, pareil, on a un peu de mortalité, on a de la maladie, mais c'est quand même pas pire. Donc j'ai espoir que finalement, peut-être ça se décalera, mais c'est pas dit que ça donne pas au bout d'un moment. Hein. Après, je rejoignais le constat aussi de, voilà, nous on a cette idéologie en maraîchage de zéro traitement, où allez, on fait peut-être 1 ou 2 traitements par an, donc c'est vraiment micro. Et j'ai la même question de, est-ce que en fait les fruitiers, on n'est pas obligé de les traiter? Moi je suis parti à me dire, je veux essayer d'inventer un système avec une prairie diversifiée dessous, avec des arbres qui soient pas, avec pas 2 pommiers qui se touchent, etc., pour essayer de maîtriser au mieux l'état sanitaire, avec des interrants très écartés pour que ça ventile. Et je vois qu'il y a de la maladie, donc moi, il y avait aussi l'idée de tester, est-ce que ça existe du zéro traitement en arbre? Voilà, mon constat, c'est que c'est quand même malade et que ça donne pas. Après, il faut voir ce qu'on se met comme objectif de rendement par arbre aussi. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'un pommier, il faut que ça fasse 40-60 kilos, ou finalement, est-ce qu'un pommier, ça fait 10 kilos, ça marche très bien aussi. Enfin, il y a ces notions-là à réinterroger aussi par rapport à du verger ultra productif, quoi. Et est-ce que ton ultra-diversification des variétés, tu ne vois pas d'impact négatif aussi là-dessus? Parce que parfois, c'est quand même bon qu'il soit plusieurs. Je vois pas d'impact négatif, en tout cas j'ai pas trop de problèmes de pollinisation et je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'impact comme autre impact négatif de pas être côte à côte. Pour la communication entre les plantes. A priori, s'ils communiquent, ils communiquent de très loin, donc a priori il n'y a pas de souci. Et après, ils ne communiquent pas forcément avec la même espèce, donc enfin voilà. Comme on ne sait pas trop, mais a priori, je ne vois pas trop de soucis. Le problème, il y a une petite contrainte récolte, mais finalement, de se décaler, enfin, voilà, de passer de là à là à là, bon, bah, finalement, l'impact, il n'est pas si énorme que ça, finalement, quand on est en récolte. Et puis nous, en maraîchage, on a vachement l'habitude de faire beaucoup de distance pour les récoltes, donc pour nous, ce n'était pas un souci. Et ce serait un vrai problème pour des traitements. C'est-à-dire que si je veux traiter que les pommiers, bah, là, ça devient hyper chiant. Donc je me suis un peu enferré dans un truc zéro traitement qui devient un peu obligatoire. Il faudrait passer au prochain. Oui. Il y a encore un temps d'échange Je vais démarrer la première diapo. Bonjour, donc moi je suis Valérie, je suis pas en GAEC, je suis en entreprise individuelle. Dans la plaine de Montélimar. Donc Montélimar, c'est pas très loin des bureaux de la DAF. C'est comme ça que j'ai connu l'agroforesterie et le MSV d'une manière générale. Je suis sur cette ferme-là, donc tout d'un seul tenant, où j'ai planté des haies. Moi, j'ai récupéré ces terres en 2007 et il n'y avait rien, c'était des terres à blé. Du coup, j'ai planté plein d'arbres. Et donc il y a des paysagères ici, ici, comme ça, ici, par là. Et j'ai fait un essai de MSV verger maraîcher sur cette zone-là. Donc sur 3 hectares au total, c'est un essai qui porte juste sur 3500 mètres carrés, quoi. Donc voilà, donc autrement j'ai 3 hectares en plein champ, que je cultive pas toujours les 3 hectares. Mais pas en maraîchage en fait, en culture légumière. Je fais une culture par an, plus un engrais vert et ça me suffit largement, quoi. Je suis 100% en vente directe, donc un marché à Pont-de-Barré, comme je vous disais, et un magasin de producteurs, et 2 salariés à mi-temps. Donc le verger maraîcher, ça a été en 2 tranches. Une première tranche en 2019 avec 32 arbres. Donc là, je me suis dit, je vais prendre des variétés anciennes. Je suis allé chez un copain, pépinière à Die, et j'ai fait un essai de verger un peu aléatoire, avec aussi quelques arbres comme le tilleul ou le tulipier de Virginie, des lauriers sauces, des choses comme ça. Sur le rang, donc il y a 12 mètres entre rangs, 5 mètres sur le rang, et j'ai planté des petits fruits. Je suis en train de planter des petits fruits et de la rhubarbe au pied des arbres, quoi. Je vais vous montrer une photo. Donc moi je conduis forcément haute tige.
Le but, c'est de faire monter les arbres le plus haut possible pour faire le plus d'ombre possible. Et voilà, quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on regarde de près. Ça, c'est les haies que j'ai plantées en 2007. Après, il y a des planches permanentes avec des passe-pieds de 60 cm. Là, il y a très peu d'espace. Et après, il y a une ligne d'arbres. On voit un peu mieux après. Pas du tout. Là, il faut voir qu'il y a à peu près 3 mètres entre la dernière planche cultivée et la ligne d'arbre. Voilà, ça ressemble à ça, comme ça. La première tranche, elle est plutôt de ce côté-là, quoi. La seconde tranche, la seule différence, c'est que j'ai choisi de prendre des arbres, des plants un peu plus récents, plants modernes. Donc on parlait des porte-greffes tout à l'heure, avec pépinière, je lui ai juste dit que mon sol était calcaire, que j'avais de l'eau parce que je peux arroser. Et avec la pépinière Vauvy, j'ai quand même beaucoup mieux travaillé le choix des variétés et des porte-greffes, quoi. Et voilà, ça ressemble plutôt à ça. Là, on repère des pommiers qui ont plutôt bien poussé. Et ici, c'est des poiriers qui ne poussent pas du tout. Et ici, il y a des abricotiers donc, qui sont, comme vous pouvez voir, assez fins au niveau du tronc, mais qui sont développés en haut. Donc ça a l'air de marcher, mais vu que chez moi, il y a pas mal de vent, ils ont tendance à pousser un peu penchés maintenant. Voilà encore quelques photos. Et puis voilà, je vous ai fait une paire de diapos sur les points forts, points faibles. Vu la distance qu'il y a avec les planches, moi j'ai pas constaté de concurrence avec le maraîchage, pas pour l'instant. C'est plutôt la haie qui a été plantée en 2007 qui commence à faire concurrence. Il y a des pruneliers notamment que je commence à retrouver dans les planches. Donc là, c'était sans doute une mauvaise idée de planter des pruneliers. Mais maintenant qu'ils y sont, ils s'y plaisent bien et ça marche bien pour la biodiversité. La seconde tranche commence à produire des fruits. J'ai récolté pour la première fois cette année des pommes et des abricots en quantité insuffisante pour les vendre, mais suffisante pour moi, c'est déjà pas mal, vu la quantité que je mange. Et donc c'est des arbres qui ont été plantés, je ne me souviens plus, en 2020. Donc au bout de 3 ans, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Point fort, découverte de l'arbo, c'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. C'est déstabilisant pour un maraîcher, mais c'est assez attirant, quoi, quand même. Ça permet de mettre du relief sur une parcelle qui était plate, et ça j'adore, quoi. Et pour la biodiversité, c'est assez sympa de voir les auxiliaires comme les buses ou les éperviers qui arrivent à se percher dans le verger, parce que en MSV, donc je ne vous ai pas parlé de la partie MSV au pied des arbres, c'est super bien pour les campagnols, donc buses et chouettes sont bienvenus. Point faible, c'est le pendant de l'autre, c'est un nouveau métier à apprendre, donc sur la taille, c'est une galère infinie. L'entretien, le remplacement des morts, il y en a eu quelques-uns, et on a parlé des traitements. Donc moi les traitements, donc sur la partie MSV, je fais 0 traitement avec les antifongiques. J'utilise que des purins de plantes et des comment on appelle ça, à partir des extraits fermentés. Donc je fais la même chose sur mes arbres que sur mes légumes. Je le fais à peu près en même temps. Il y a un copain qui m'a conseillé d'utiliser l'ail au printemps, des décoctions d'ail assez dosées avec de la prêle et de l'ortie. Et ça marche plutôt bien sur la cloque et sur les maladies des arbres. Donc je suis assez présent sur les traitements donc avec ces produits au printemps. Et puis après, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc jusqu'à la récolte. Donc la récolte, les arbres, j'ai l'intention de les faire monter à 3 mètres pour pouvoir passer en tracteur en dessous, même si pour l'instant, depuis
Depuis que je les ai plantés, je ne suis jamais passé en tracteur dessous. Donc la récolte va être difficile. L'escabeau suffit à peine. Il y a des fruits que je laisse en haut. Je compte investir dans des échelles, mais je vieillis et je me pose la question de la pertinence de monter sur des échelles de plus en plus hautes. Je n'ai pas encore d'effet d'ombrage sur les cultures, alors que c'était vraiment mon objectif avant même la production de fruits. L'idée, c'est de faire de l'ombre, parce que j'ai constaté que moi, j'étais bien mieux à l'ombre l'été. Et je me dis que mes légumes, ça va être la même chose. Et au même titre que l'ombrage, l'effet bioclimatique n'est pas forcément facile à voir, quoi. Voilà, que dire d'autre? Au pied de mes arbres, donc, je laisse pousser de l'herbe. Pendant longtemps, j'ai travaillé à la débroussailleuse avec le temps que ça demande. Et cette année, j'ai investi dans une débroussailleuse tractée. Et c'est un peu la révolution. C'est pas que ce soit agréable à passer, parce que ça fait du bruit, c'est lourd et c'est chiant, mais ça va quand même vachement plus vite, quoi. Voilà, sinon on a fait le tour. Ça, c'est un essai de gestion des carpocaps avec un poulailler mobile et des filets, où je laisse les poules au pied des arbres quand on en a besoin pendant l'hiver. Et ça marche? Je sais pas. Mais ça donne des œufs, c'est vachement bien. Les filets, c'est des filets mobiles que je déplace autour du poulailler mobile. Du carpocaps, t'en as toujours. Ça vole, ces bêtes-là. Donc, Voilà, suivant. Ok, merci. 10 minutes. Moi, je suis à Die, dans la Drôme, au bord de la Drôme, en fait. Là où il fait froid, je suis à 400 mètres, mais c'est bien continental. Un peu trop. Et voilà, je suis en pente vers l'est. Et j'ai cette parcelle tout en longueur. Du coup, tout ça, c'est que pour les chevaux et les ânes des voisins. Pour la tondeuse aussi, des fois. Et voilà, moi, je me concentre sur la petite partie qui est là. Avec l'eau pour les poules, la serre pour les plants et un peu de jardin. Alors maintenant, il faut comment... Yes. Bon, mon vrai métier, c'est de faire des plants. Donc, je fais des plantes de potagère au printemps, des plants d'annuels, de vivaces, à l'automne. Et puis, je fais de la semence pour refaire des plants. Et puis, je récolte des légumes pour faire la cuisine. Donc, je m'ennuie à peu près jamais. Ah oui, je fais aussi des fleurs pour les élixirs là, pour des vins. Donc ça, c'est la partie prairie, ça se fait tout seul, c'est la partie facile. Et après, la partie jardin, bon, ça c'est un peu vieux, mais voilà. Il y a une structure qu'on ne voit pas forcément une fois qu'on est plongé dedans, mais c'est à peu près structuré c'est planté perpendiculaire à la pente avec un grand chemin du milieu. Alors quand je suis arrivée, c'était comme ça. Puis j'étais là pour 2 ans, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un peu de légumes, quoi. Puis après, ils m'ont laissé une 3e année. Puis après, ils m'ont laissé une 4e. Puis après, ils m'ont signé un fermage. Et puis voilà, puis ça avance, quoi. Bon, maintenant, ça ressemble plus à ça. Il y avait un seul gros noyer très vieux dans le jardin. Et du coup, j'ai ramené plein de copains, un peu de tout. Des choses classiques, pommes, poires, coin et tout, des choses plus rigolotes, voilà. Moi, la plupart des plantes, c'est moi qui les fais, donc j'ai pas de limite, quoi. Enfin, je fais ce que je veux. Mais j'ai aussi acheté des plantes, aussi bien à Jérôme que des plantes plus modernes. Ah oui, et donc il y a tous les fruitiers qui sont bien rangés. Il y a j'aime beaucoup les goumis du Japon, les cornouillers masses, hein, pas les sanguins, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis il y a aussi plein d'arbres qui poussent tout seuls dans le jardin et que j'arrive pas à couper parce que voilà, ils sont quand même chouettes. Donc je m'en sers beaucoup je les trogne, je leur coupe la tête à 0 chaque année et après ils me servent de support pour les vignes, les ronces, tous les trucs qui grimpent, quoi.
Donc là, c'est un érable avec la vigne qui a atteint les sommets. Ça, c'est l'allée centrale, c'est la structure du jardin. Du coup, ça fait des lignes d'arbres qui sont à, je dirais, 8 à 10 mètres, mais il n'y a pas de règle précise. Ça dépend un peu comme c'est venu. C'est beaucoup les arbres qui poussent tout seuls qui déterminent la structure du jardin, du coup. Donc voilà, mais grosso modo, ça fait une ligne de vivace, 4, 5, 6 planches d'annuel et une ligne de vivace. Pareil. Et c'est un peu décalé par rapport à l'autre côté de l'allée. C'est-à-dire les lignes de vivace ne sont pas dans le prolongement. En fait, tout est décalé partout. C'est aussi beaucoup décalé dans l'âge des arbres, parce que je plante au fur et à mesure. Je n'ai pas fait un grand plan et hop, j'improvise. Moi aussi, j'ai des problèmes d'ombre à force. Les plus grands arbres, là, il y a un gros cerisier. Il y a tout le monde qui se met à pousser à 45 degrés. Bon, c'était super avantage jusque-là. Là, ça commence à toucher l'inconvénient, l'ombre. Et en même temps, ça correspond bien à l'envie que j'avais de remplacer progressivement les planches d'annuel par des planches de vivace. Donc là, ça va être le moment. Alors, ça, c'est mes grands plaisirs du jardin, à part que ça fait de l'ombre. Moi, ce que j'aime, c'est grappiller. Donc, tout ce qui est gommi du Japon et petites choses comme ça. Moi, je trouve que c'est top. Après, je suis pas maraîchère, moi, je transforme tout. Donc, je peux me permettre des choses que je ne me permettrais pas si je devais récolter pour vendre au marché, quoi. Parce que récolter des gommis du Japon, c'est rigolo si on les mange, quoi, mais sinon, c'est un peu chiant. En termes de biodiversité, je suis contente. Les oiseaux prennent le petit déjeuner au nid chez moi. Et ils n'aiment pas être dérangés. Voilà, et puis moi, c'était surtout de rajouter une strate où on peut encore délirer de façon infinie sur des espèces et des variétés. Alors moi, ça m'a vraiment régalé. Et puis ce côté un peu cocon que ça fait partout, ça fait 4 gros cocons dans mon jardin, on va dire. Et les plantes, elles aiment bien. Moi, des fois, ça fait un peu explorateur plutôt. Mais bon. Et voilà, si c'était à refaire, je referais un truc comme ça, mais plus au sud, parce qu'en vrai, moi, ce que j'aime, c'est faire pousser des agrumes. Voilà. Hop. Non, ça n'a pas marché. Hein, c'est la main de Bouddha. J'arrive. S'il est lourd, je vais le mettre sur l'écran. Après, je mettrai sur le jardin d'hiver. Bonjour, moi c'est Thibaine, je suis formateur au CFPPA à Saint-Imier. Et du coup, j'ai mis en place une parcelle de maraîchage qui sert de support pour les formations. Et dans ce cadre-là, on a implanté une petite zone de la partie maraîchère qui est ici en verger maraîcher. Donc la surface agricole totale, elle fait 3 hectares et des brouettes. La zone maraîchage qui est ici, elle fait 1,4 hectare. En réellement cultivé, on a plutôt 4300 mètres de plein champ et 850 sous-abris. Un chiffre d'affaires autour de 30 000 €. Et voilà, on est en planche permanente, pas d'outils rotatifs. Et puis c'est une parcelle qui est avant tout pédagogique. Après, on est dans un environnement qui est déjà très boisé en termes de biodiversité. Il y a un espace naturel sensible juste à côté. Et puis c'est la ripisylve de l'Isère ici, avec des arbres qui ont été plantés en 1960. Donc des peupliers avec du lierre, des acacias, ce genre de choses. Donc on a déjà un ombrage global ici jusqu'en milieu de parcelle qui est présent jusqu'à 11h du matin l'été, quoi. Voilà, donc la problématique ombrage n'est pas pour l'instant liée à nos fruitiers, mais déjà au contexte local. Le projet de verger maraîcher, du coup, il a été développé pendant l'année 2019, on a planté en 2020. C'est un financement via l'Association française d'agroforesterie. Le coût total est autour de 10 000 €. Il y a 700 mètres linéaires de haies sur les deux côtés. Un côté pour se cacher un peu de la route et de l'autre pour se cacher des bipèdes qui aiment bien se servir dans les légumes, qui font du vélo aussi sur la piste cyclable et qui
transfère facilement. Donc on a plutôt fait une haie type défensive, on va dire. C'était l'objectif en tout cas. Ouais, on a mis plein d'espèces à épines. Ça fonctionne pas très bien, mais les bipèdes viennent en voiture maintenant. Ils trouvent ça. Non, ouais, bah il y a une ouverture dans la haie pour circuler. Et du coup, c'est plus simple que de venir à vélo. On n'y avait pas pensé, quoi. Donc, environ 120 individus. Ils sont pas tous ici. Il y en a d'autres qui sont un peu dans une zone. Ah, mais en fait, c'est qu'on voit pas tout. Je me disais, il manquait quelque chose. C'est que c'est. Voilà. Je vais revenir ici. Ouais. Donc là, au sud de notre parcelle, on a une zone qui est une ancienne pépinière qu'on a laissée et qui est déjà très boisée, quoi. Et à cet endroit-là, on a des ruchers. On a réimplanté aussi des fruitiers au milieu du rucher. Donc voilà, il y a environ 120 fruitiers. Donc une partie ici vraiment en intraparcellaire. Comme les autres structures qu'on a pu voir, là c'est le déplacement, la circulation en tracteur. Et puis on a un jardin, des fruitiers de part et d'autre. On a 3 jardins qui font, nous, 8 planches de large. Et puis sur cette deuxième bout de parcelle, on a plutôt décidé d'encadrer la parcelle avec des fruitiers. Mais notre circulation de tracteur se fait entre les fruitiers et la parcelle, quoi. Donc les difficultés, donc le suivi est très délicat, hein. On a fait les implantations rapidement parce qu'en fait j'avais du temps dédié à la conception et aux recherches de subventions sur ce temps-là et voilà, fallait y aller. Et donc je ferai la même remarque qu'Aurélien, c'est que finalement une ou 2 années de plus pour réfléchir et faire les choses voilà, avec plus de temps de préparation, ça n'aurait pas été néfaste. Mais on avait déjà fait une saison de maraîchage où le projet n'était pas déjà intégré, il était présent, on savait qu'on voulait le faire, mais cependant on n'a pas conçu les jardins et l'irrigation en prenant déjà en compte les arbres. Donc quand on a planté les arbres, on a dû modifier les regards en béton, toutes ces histoires-là, de refaire les sorties d'eau. Donc voilà le chantier, qui est encore en cours finalement, parce que c'est le truc... Il y a toujours un regard qui n'est pas au bon endroit, qui nous embête tout le temps, qu'il faudrait redéplacer, mais qu'on ne prend pas le temps de faire, etc. Donc les suivis de taille, donc la taille de formation des arbres, plus les rejets des porte-greffes qu'il faut faire de manière régulière, c'est des choses qu'on arrive difficilement à faire. La formation, encore dans le cadre de la pédagogie, c'est quelque chose qu'on peut encadrer, mais les rejets réguliers qui partent sous le porte-greffe, ça c'est un truc qu'il faudrait passer peut-être tous les mois pour tailler, et ça on a beaucoup de mal à faire. Alors, on a des sols qui sont extrêmement poussants, hein. C'est donc plutôt bien pour les légumes, mais aussi c'est très bien pour les adventices. Et pour décomposer le paillage organique, parce qu'on est tout le temps dans l'humidité, c'est des sols qui drainent bien, mais qui restent humides, il y a des remontées de nappes. Et donc on avait paillé avec du BRF autoproduit sur la parcelle, mais qui se décompose très vite, qui ne tient pas une saison, quoi, malgré les épaisseurs importantes. Et ça a aussi été un problème pour le tutorage, parce qu'on a des tuteurs en pin, et là ils ont 3 ans du coup, et il y en a la moitié qui sont par terre, quoi. Ils ont été grignotés, on les a enterrés d'1 mètre, mais en fait ils se sont décomposés dans le sol et ils finissent par tomber. Et comme il y a la protection anti-gibier dessus, en tombant ils entraînent l'arbre. Le temps que tu t'en rendes compte, l'arbre il recommence à pousser de travers. Vous verrez, il y a une très belle photo. Et puis une perte de zone productive importante, puisqu'on avait 5 jardins, on passe à 3 pour implanter 40 arbres, quoi. Voilà. Et puis on avait aussi intégré des petits fruits et des vivaces, on va regarder juste après peut-être le schéma. Du coup on avait conscience qu'il fallait s'affranchir de la transition entre la ligne de fruitier et les premières lignes de culture pour que ce soit facile à gérer. Du coup on a imaginé un système avec... on va dire que le classique qu'on aurait voulu reproduire partout, mais on n'avait pas assez de place, c'est celui-là, avec une ligne de fruitier, une bande fleurie de part et d'autre, et puis des petits fruits vivaces, palissés. Avec le recul, je pense que le bon motif, ce serait plutôt fruitier, petits fruits vivaces et bande fleurie, pour avoir une zone broyable très facilement. Et gérable de cette manière-là, en tout cas pour la transition. Et comme on était déjà en jardin en planche permanente, ça c'était déjà des planches de culture, quoi. Donc pour la plantation, c'était extrêmement facile, excepté cette bande-là qui n'existait pas et celle-là, et du coup c'est les 2 bandes où les arbres se sont le moins bien développés, puisqu'on n'avait pas 1 année et demie de culture, engrais verts, légumes, travail du sol, etc.
En fait, ces bandes fleuries, là, c'est bandes enherbées ou bandes fleuries. Alors, on dit fleuries, mais en vrai, c'est plus des bandes enherbées que des bandes fleuries parce qu'on n'a pas pris le temps de semer encore des mélanges de vivaces, etc., qui se ressèment un peu toutes seules. C'est notre objectif. Elle est très facile à gérer au tracteur, quoi. C'est une bande, j'ai mes passages de roue, je passe avec le broyeur, je peux détruire. Alors que celle-là, les petits fruits, ils ne sont pas lissés. Ils ont des tuteurs, etc. On est obligé de gérer soit à la débroussailleuse, soit à la main, le désherbage à proximité, quoi. Et du coup, ça, c'est complexe. L'autre regret, c'est de ne pas avoir mis de plastique, finalement. En tout cas, pour gérer l'enherbement de ces petits fruits, on a voulu être très maraîchage sol vivant. Et en temps d'entretien, c'est catastrophique, à tel point qu'on avait 1, 2, 3, 4, 5 lignes comme ça et qu'il en reste 2. Puisque les autres, on les a abandonnés, en fait. Il y a un mauvais timing aussi 2020, avec un petit confinement qui fait que je me suis retrouvé un peu tout seul à suivre. Et finalement, je me suis focalisé sur les légumes. Et la première chose qui a pâti, c'était l'entretien de ces planches-là, là, qu'on avait juste paillé avec du broyat de bois. Mais en fait, en 3 mois, il n'y avait plus de broyat de bois, il y avait de la potentille, de la renoncule. Et très vite, l'herbe était... Nous, les kénopodes, ils font 2,50 m à la fin de l'année. Du coup, en fait, on a broyé pas mal de petits fruits, quoi. En fait, en passant la débroue pour détruire ce qui pousse, en fait, les petits fruits, ils sont passés... Donc, il y a certaines bandes, il reste 4 groseilliers sur 20, ce genre de choses. Du coup, 1,40 m, 2,80 m. Voilà. Enfin, un peu moins en fait, j'enlève une demi-planche, 1,90 m. Ouais. En fait, là, il est sur la planche, il est au milieu de planche. Du coup, le milieu de planche à côté est à 1,40 m. Et pour l'instant, il monte assez droit. Et ils partent comme ça, l'objectif étant de pouvoir continuer à passer en tracteur sur cette bande-là, au moins. Après, on n'a pas un très haut tracteur, il fait 2,30 m. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un houppier à 2,30 m, quoi. Donc, dans la taille, on a cet objectif-là de dire à 1 mètre de l'arbre, on doit être au moins à 2,50 m de hauteur, quoi. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'était l'objectif initial. Et dans les observations sanitaires, du coup, complexe quand même à gérer, de la rouille, de la cicadelle qui fait des trous dans les écorces là, des pommiers. Puis d'autres maladies que je ne connais pas, on m'a dit que c'était ça, donc je fais confiance, mais je rejoins l'absence de qualification. En fait, je suis maraîcher, je ne suis pas arboriculteur, et finalement, nous, il n'y a personne pour prendre ce relais-là, ce rôle d'arboriculteur, et ça, c'est vraiment quelque chose qui pêche. Donc les erreurs commises, j'en ai déjà parlé un peu, mais l'absence de paillage tissé ou au moins un géochambre, géotextile ou plastique sur les petits fruits, la haie également et sur les vivaces, pour nous c'était problématique. Je pense que je n'avais pas conscience de la vitesse de croissance des adventices sur ce terrain-là particulièrement. Les énormes pertes suite à la disparition du broyat et échange les petits fruits vivaces, voilà, qui me paraissent plus intéressantes pour gérer cette transition fruitier-légumes. Et la tentative qui avait bien fonctionné, en tout cas on était très satisfait à l'implantation, c'est que donc on avait fait la technique de Cyril de faire le trèfle incarnat derrière les poireaux, enfin en associé avec les poireaux comme en gravère. On a planté des lignes d'arbres dans ce couvert qui s'était très bien développé donc pendant l'hiver. On a juste fait nos petits trous, mis nos arbres. Et donc le premier printemps c'était magnifique, quoi. Il y avait le trèfle incarnat en fleurs avec les fruitiers qui poussaient au milieu, et en fait il s'est pas ressemé suffisamment, en tout cas il n'a pas colonisé, il s'est pas installé comme couvre-sol, et du coup après il y a toutes les autres joyeuseries adventistes qui sont venues prendre le relais, quoi. Voilà. Donc on a essayé, on y a cru, mais ça n'a pas tenu. Et peut-être qu'effectivement la luzerne aurait été peut-être plus adaptée, ou un trèfle blanc. Trèfle blanc, ouais, peut-être. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là c'est sur la partie gauche, donc ça c'est la berge de l'Isère avec les grands arbres. Là c'est la ligne qui a le moins bien poussé, qui était une prairie, c'était pas une planche de culture. Ici la bande de petits fruits vivaces. Donc là c'est la seule vraie réussite, celle qu'on a vraiment réussi à entretenir.
Voilà, on avait de la lavande, de la sauge, je ne sais plus ce qu'il y a, et des mûriers hybrides framboises. Les lignes de fruitiers, enfin une bande fleurie, ligne de fruitiers, bande fleurie, petits fruits, et puis les 8 planches de culture. Donc ça, c'était en mars 2022. Voilà. Et donc là, mars 2023, voilà, donc ça c'est la parcelle où les arbres sont plutôt en périphérie. Donc on a toute une bande de pommiers ici, et puis une bande de poiriers de l'autre côté, hein, qui est perpendiculaire à nos jardins. Et finalement beaucoup plus simple à gérer finalement, puisque de toute façon il y a cette bande enherbée où on circule, qui est beaucoup plus facile à gérer et à broyer. Voilà. Et puis en termes de croissance, on a des arbres qui partent un peu de travers, qui poussent un peu comme ils veulent, quoi. Et pas si simple à gérer. Là on a choisi, donc là on avait semé des graminées sur la planche d'arbres. Et ça, c'était satisfaisant. Et c'est encore satisfaisant, là ça fait 2 ans du coup maintenant, que le couvert reste bien développé, facile à tondre. Et avec ce broyat, mais par contre le broyat a disparu maintenant, il disparaît assez vite. Et puis voilà les différences de croissance, donc ça c'est les photos que j'ai prises juste avant. Donc ça c'est une ligne de maraîchage où il y avait des pommiers, et ça c'est un poirier sur une ligne qui était non travaillée. Puis le tuteur qui est tombé, donc l'arbre s'est retrouvé allongé, puis il a décidé de repartir, donc là je l'ai redressé, et on a un arbre qui fait ça, quoi. Donc là, la solution, on va couper ici, puis on va garder ce rejet qui va faire... Mais voilà, en tout cas, en manque de suivi, on perd peut-être 2 ans de croissance sur un arbre pour ce genre de raison. Et voilà. C'est plus joli quand il fait beau, mais... Voilà.